point de départ de ce voyage, c'est ma rencontre avec ces photos. Elles ont été prises pendant la période coloniale portugaise au Mozambique par José Henriques Silva. Avec ses portraits de la communauté Makwa qui vit au nord du pays, il nous a laissé ces mots en guise de testament. Si un jour quelqu'un retourne à Nacala, il lui suffira de prononcer mon nom pour que mes amis l'accueillent. Si à l'occasion de les retrouver, il pourra leur dire que j'aimerais bien les revoir et savoir ce qu'ils sont devenus. Pour les rencontrer, il suffit de prendre la route qui mène à Fernão Veloso. En lisant ces mots, j'ai eu envie, plus de 25 ans après l'avoir quitté, de reprendre cette route que je connais par cœur, la route de mon enfance qui conduisait de la ville à la plage. J'ai eu envie de savoir comment les Makwa de Nacala ont vécu, après l'indépendance, la sévérité du régime socialiste, 16 ans de guerre civile, et comment ils vivent aujourd'hui la paix. Je rentre chez moi au Mozambique, le pays où ma mère est née, le pays où je suis née et où j'ai vécu plus de 20 ans. Je rentre chez moi, c'est simple et c'est difficile, car je sais déjà que ce n'est plus chez moi. Ali Wakat, écrivait Silva, a été mon cuisinier pendant 19 ans, mais il était surtout un très bon compagnon. Il vit sur la route qui mène à Fernão Veloso, juste avant l'ancienne maison du Reguloso Lulu. Bonjour, je cherche l'ancienne maison du Reguloso Lulu. Par où est-ce que c'est? Non, c'est par là-bas. Ici, c'est l'ancienne maison du Regulo. J'ai connu Ali chez Silva, mais je n'ai jamais su où il habitait. Avant, nous, les Blancs, nous quittions rarement la route goudronnée. C'est ici qu'habite Ali Wakat? Et il habite là-bas, là-bas. On ne pénétrait pas dans le monde des paillotes au bout des chemins de terre. On savait que des gens vivaient à droite et à gauche de la ligne droite. On distinguait leurs silhouettes, mais on roulait sur le goudron, sans passer la frontière. Chez Ali, personne. Au bout de la route, il y a la plage, celle de Fernão Veloso. Les jeunes Nacalais ont l'habitude de s'y retrouver le dimanche. À l'époque coloniale, on n'y voyait que des Blancs. Ces jeunes ont, à quelques années près, l'âge de l'indépendance, 25 ans. Je suis curieuse de les voir réagir à ces photos du passé. J'ai aussi envie de savoir quelle image de la colonisation leur ont transmise leurs parents. Une discussion s'engage avec Ismaël, Manuel, Alzira, Rukia et Zito. Tout ça, ça n'existe plus. Toutes ces traditions, elles sont mortes et enterrées. Les enfants, par exemple, avaient l'habitude de porter un gris-gris autour du cou en guise de protection. Mais ça, c'est une chose pour ignorants. Les gens étaient très ignorants à l'époque. Avant, les femmes s'enduisaient de Mociro et on trouvait ça normal qu'elles se promènent en ville avec ce masque. Quoique des villes, à cette époque, je ne sais même pas s'il y en avait. Aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent encore du Mociro, mais seulement sur le visage. Alors qu'avant, on trouvait ça plutôt normal qu'elles s'en couvrent entièrement le corps et se baladent comme ça. Tout le monde les admirait, alors qu'aujourd'hui, ça passe plutôt pour une chose bizarre, un peu folle même. Avant, on utilisait la palmatoria, on appelait ça comme ça, n'est-ce pas? Et celui qui commettait une faute devait tendre les mains pour se faire taper. Mon grand-père, par exemple, il garde encore sur les mains les traces des coups des palmatoria. Avant, dans les grandes plantations, il y avait les travaux forcés. Ce n'était pas un travail qu'on vous demandait de faire, mais on vous obligeait à le faire. Mon grand-père, par exemple, il est parti travailler dans les grandes plantations de São Tomé et Príncipe. Et il a vécu là-bas 4 ans. Et puis il est revenu au Mozambique. C'était une période très difficile. Et les gens, ça les a énormément marqués. Ali est de retour. Depuis cette photo,
Lui et Maïmouna, sa femme, ont eu 10 autres enfants. Ali choisit, pour évoquer le passé, de me conduire sur les lieux qui lui sont chers et qu'il fréquente souvent, le terrain où Silva avait une paillote. Territoire indépendant, paillote du père Silva. Entrée interdite. L'entrée était interdite à qui, Ali? C'était interdit aux militaires. Il y avait des militaires avant, et ils étaient blancs, comme l'ingénieur Silva, mais ils n'étaient même pas corrects avec lui. Ils arrivaient ici, ils montaient dans les palmiers, et ils volaient les chèvres et plein d'autres choses encore. Et si les gens d'ici leur disaient quelque chose, les gens étaient frappés. Le peuple n'a pas directement souffert de la guerre ici, mais il a souffert de la présence des militaires. Quand ils revenaient des combats, c'était un vrai problème ici. Si on tombait sur eux la nuit, et si on n'avait pas de chance, on était battus, ils nous faisaient mal. Les militaires faisaient beaucoup de bêtises. De la guerre d'indépendance, je me souviens des MiG. Ils passaient au-dessus de la plage. Ils allaient vers le front, au nord du pays, à la frontière tanzanienne. Silva me parlait de la brutalité des commandos envers les femmes, au retour de mission, des paillotes encerclées. Très jeune, j'ai eu la certitude que la guerre de libération était juste. À l'époque coloniale, pour la moindre petite chose, les gens étaient frappés. Moi, je suis restée avec l'ingénieur Silva presque 20 ans. Et il ne m'a jamais emmené à la police. Il ne m'a jamais maltraité ni insulté. C'était un ami. Et c'est pourquoi, ici, tous sont fiers d'avoir connu Silva et d'avoir posé pour lui. Ça, c'est ma pêche. J'ai pêché 3 requins, moi, Shehan Saïd Omar, avec Assia Mojati, et là, c'est ma fille, Nkapane Shehan. Je suis le pêcheur de monsieur l'ingénieur Silva, ici, à Narenke. Et c'est moi qui, gamin, l'accompagnais pour faire des photos sur la plage, quand la marée était basse. Beaucoup de choses ont changé ici. Avant, il y avait un beau cajou, mais maintenant, tout est vieux. Cette maison, ce terrain, tout était en bon état, mais maintenant tout est dégradé. Depuis que Silva est mort, tout est abandonné. Aujourd'hui, une route coupe le terrain en deux. La paillote de Silva n'existe plus. Une autre construction a pris sa place. Ce cajou était grand, très très grand, il donnait beaucoup d'ombre. Un jour, l'ingénieur m'a dit « Quand je vais mourir, je vais tout emporter ». Alors je lui ai dit en plaisantant qu'il pourrait bien emporter aussi ce cajou avec lui. Et finalement, l'ingénieur est mort, et le cajou est mort avec lui. En 1960, à Nacala, il n'y avait rien. 2 rues, des chemins de chèvres, quelques maisons et une chapelle. Les immeubles n'existaient pas jusqu'à ce que les militaires portugais arrivent. J'ai le souvenir d'un magazine brésilien en vogue à l'époque, le Cruzeiro. C'était en 62, Marilyn venait de mourir et la guerre d'indépendance commençait en Angola. Il y avait des photos de massacres et sur la page d'à côté, des portraits de Marilyn. La guerre de libération, menée par le Frélimo, ne débutera au Mozambique qu'en 64. On disait dans les salons que la guérilla serait vite matée. Mais la guerre s'installe pour près de 10 ans. Et les militaires et leurs familles emménagent dans des appartements construits pour eux. Nacala est, à l'époque, une ville presque entièrement blanche. Silva habitait dans ce studio. Aujourd'hui, c'est un couple d'Indiens qui y vit.
Avant, ce mur n'existait pas. On accédait directement au port, à mon école, à l'hôtel Marisol et à la salle des fêtes. On l'appelait le Paro. Elle nous servait de cinéma. 7 x 7, 49, 8 x 8, 64. Il fallait que je sache réciter ma table de multiplication pour aller au ciné. 64 et 4, 68. 68, les forces aériennes, le BCP-32 s'installe à Nacala. « 9 x 8, 72 et 2, 74. Avril 74, la révolution des œillets, la fin de la guerre. L'indépendance du Mozambique, 75. Personne ici n'y croyait. Aujourd'hui, le port n'est accessible que sur laissez-passer. Il s'obtient à la mairie. J'y retrouve Jean-Baptiste, il y est adjoint au maire. Nous étions ensemble à l'école primaire. C'était un des rares Africains à suivre les cours avec les enfants des colons. Ce manguier n'existait pas, mais les acacias, oui. C'est dans cet acacia que s'était caché un léopard. Tu t'en souviens? C'était en 61 ou 62. On était très heureux. Chacun de nous espérait avoir une bonne vie. On fêtait ensemble le 10 juin. C'était le jour de la fête nationale portugaise. C'est qu'on avait déjà changé de couleur, on était déjà plus noir, on était presque à moitié blanc. Mais qu'est-ce que tu veux? Un noir au milieu de tant de blancs, qu'est-ce qu'il pouvait être d'autre? Tu ne te sentais pas marginalisé? Non, non, je me sentais très protégée. Aller à l'école avec les autres Africains, c'était bien différent que d'y aller avec vous. Car même si un prof n'était pas là, on apprenait toujours, rien qu'en vous écoutant parler. Et quand j'ai eu l'âge d'avoir des papiers, j'ai été considérée comme un assimilé. Être assimilé, ça voulait dire adopter un comportement différent d'une personne rustre. Il n'était pas nécessaire d'avoir été à l'école pour être assimilé. Il fallait simplement être civilisé, savoir imiter une civilisation européenne. Un assimilé ne pouvait par exemple pas marcher pieds nus. Il devait porter des chaussures. Un assimilé ne pouvait rien porter de lourd sur la tête. Il devait tout porter à la main. Un assimilé ne pouvait pas boire et se montrer ivre dans la rue. La culture portugaise l'interdisait. Sinon, il avait une amende. Ser assimilado não podia andar com um documento chamado caderneta indígena. Tinha que trocar, ter documento pequenino. Un assimilé n'avait pas le document qu'on appelait le carnet d'indigène. Il devait avoir une carte d'identité. C'était ça, être assimilé. Et l'autre particularité aussi, c'est que quand un assimilé avait fait du tort à quelqu'un, on ne lui ligotait pas les mains derrière le dos. On ne le tapait pas non plus. Il avait seulement une amende à payer. C'était ça, être assimilé. On était mieux considérés et, bien que noirs, on était traités comme des Portugais de deuxième classe. Avec Jean-Baptiste, nous avons continué la primaire ici. C'était ma classe. J'étais assise là, à côté de la fenêtre. Esse dia passou meia-noite e que foram independentes. Ce jour-là, à minuit, le jour de l'indépendance du Mozambique est arrivé. À 0 heure, le 25 juin 1975. Et c'est vrai. J'étais chez moi quand j'ai entendu dire ça. Demain, c'est l'indépendance. Et après, il y a eu le drapeau du Frélimo. Ça s'est passé comme ça. Papa Samora,
À l'époque, j'avais quoi, peut-être 10 ans, et je devais toujours avoir sur moi une carte d'identité. Et ici, ce n'est pas normal. Et je devais aussi porter avec moi en permanence ma déclaration de scolarité. Personne ne pouvait voyager d'ici jusqu'à Nampula sans avoir un sauf-conduit. Quand on se déplaçait, il fallait donner le nom du quartier, l'adresse exacte de la maison où on allait rester. Il fallait déclarer le nombre de vêtements qu'on emportait et dire ce qu'on allait faire et combien de temps on allait rester. J'ai assisté à des assauts de police quand j'étais enfant. Oui, des assauts. Ils frappaient à la porte. Ils vous demandaient si vous étiez marié, si vous travailliez. Ils épluchaient vos papiers. Ils venaient contrôler votre identité chez vous en pleine nuit. Ils restaient là pendant 1 heure. Ils frappaient à la porte et disaient « Sortez, monsieur ». Moi, j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui se passait. Mais j'ai assisté à tout ça. Ce sont des choses qui ont marqué davantage nos parents que nous. Moi, c'est seulement maintenant que je réalise que ça se passait comme ça. Mais nous, on n'a pas senti ça dans notre chair. Nous, on a grandi avec ça. On était habitués à ça. J'approche enfin la réalité d'un socialisme à la mozambicaine, qui était pour moi essentiellement livresque. Ce matin, Jean-Baptiste me racontait les premiers pas de son parcours en régime socialiste. Il s'est fait à Cuba, où pour servir la révolution, le gouvernement envoyait, comme dans d'autres pays amis, ses cadres en formation. Ce soir, Jean-Baptiste vient me voir. Il est fier de sa terre, de sa culture makwa. Je sais qu'elle a été mise à mal par le socialisme et j'imagine que le regroupement en villages communaux, pour des paysans qui vivent traditionnellement dispersés à la campagne, n'a pas dû se faire sans douleur. Mais je ne sais pas encore à quel point. Comment ont réagi les gens au déplacement des populations? Ils ont mal réagi, très mal réagi. Certains se sont même suicidés. Les gens étaient obligés d'abandonner leur maison et aussi leur mosquée. Et abandonner le lieu de prière, c'est-à-dire le cimetière où sont enterrés les ancêtres, ça leur était impossible. Ils ont pourtant dû le faire parce qu'ils étaient obligés d'aller se concentrer là où le gouvernement voulait qu'ils aillent. Pour tuer son poulet et nourrir sa famille, il fallait demander l'autorisation au secrétaire du parti. Si j'avais une chèvre, je devais la laisser dans un lieu contrôlé par le gouvernement. Personne ne pouvait rien avoir à lui. Tout ce que j'avais gagné en travaillant durement, je devais l'abandonner. Les gens allaient dans les villages communautaires parce qu'on les y obligeait. S'ils n'y allaient pas, on les menaçait et on brûlait leurs maisons. C'est pour ça que quand la guerre civile a commencé ici, la première chose qu'a faite la Renamo pour s'opposer à cette politique du Frelimo, ça a été de détruire en les brûlant tous les villages communautaires. Le système sécuritaire du Frelimo était bien verrouillé. Bien sûr, c'était le système soviétique. Chez moi, je devais me méfier de ma femme devait se méfier de mes enfants et mes enfants devaient se méfier de moi. C'était très dur. Il y avait des femmes qui disaient « Mon mari ne me laisse pas aller à la réunion du parti. » « Mais pourquoi il t'en empêche ?» lui demandait-on. Et elle disait qu'elle ne savait pas. Alors le Frelimo venait chercher le mari, l'emmenait, lui demandait pourquoi il ne voulait pas laisser sa femme assister aux réunions du Frelimo. Parce que c'est évidemment ce qu'il aurait dû faire s'il avait été un bon mozambicain. Alors le mari répondait qu'il avait besoin de sa femme pour faire à manger, pour tenir la maison pendant qu'il travaillait. Mais quelles que soient les raisons qu'il invoquait, il était battu. On l'allongeait et il recevait le chamboko. On le battait là, dans le dos, sur la colonne vertébrale. Et après ça, il devenait impotent. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. À force, tous ont fini par dire qu'ils préféraient le colonialisme parce que si les colons les battaient, c'était pour des vraies raisons. Et en plus, ils n'étaient frappés que sur les mains. Alors quand le Frelimo a compris ça, ils ont arrêté de battre les gens. Les gens étaient battus en public, allongés sur une table.
Le Frélimo appelait tout le monde et disait « Venez voir, cet homme-là a des idées colonialistes. Il ne laisse pas son fils venir à la Réunion et lui non plus n'y vient jamais. On va bien voir ce qu'il est. Il ne doit pas être vraiment mozambicain puisqu'il n'assiste pas aux réunions du Frélimo. Et qu'est-ce qu'il mérite pour la peine ?»« Le Chamboko !» criait tout le monde. « Et combien en mérite-t-il ?»« 10, 15, 5 ?» Alors on le battait en public et on l'humiliait. Tu imagines, il recevait le Chamboko devant sa femme, ses enfants, sa famille. Et c'est comme ça que ça se passait. Et ça a été une des principales raisons qui a fait que le socialisme a échoué au Mozambique, même s'il continue encore avec le noyau dur du parti. Mais le peuple qui a souffert de ce système ne veut plus du tout entendre aujourd'hui parler du Frélimo. Mas aquele que lhe doía esse sistema, hoje não fala da Frélimo. Viviam aqui, quer dizer, haviam casas em filas. Ici, il y avait des maisons en enfilade. Elles allaient d'ici jusque-là, tout à la queue leu-leu. Les gens vivaient ici, ils avaient leur coopérative et là-bas, il y avait la maison du parti. C'est là qu'on résolvait tous les problèmes. Et ça marchait bien. Et les gens venaient ici librement? Ah oui, oui, ils vivaient librement. Et pourquoi ça n'existe plus? Ah, c'est passé avec le temps. Mais ça a fini quand? Ah, j'ai oublié, mais ça a fini parce que tout a été brûlé. Les ennemis sont arrivés et ils ont tout brûlé. Mais qui était l'ennemi? Ah, ça, je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas. Mais pourquoi ils ont brûlé les maisons? Je ne sais pas. J'ai seulement vu, ça a été très rapide. Mais on ne brûle pas des maisons comme ça, il y a toujours une raison pour brûler des maisons. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est vrai. Ce que me disait Jean-Baptiste se confirme avec cette rencontre due au hasard. Il est aussi rare de trouver des traces de villages communaux que de trouver des témoins désireux d'évoquer le socialisme. C'est pourquoi je prends la route de Nakalavelia, une ville située de l'autre côté de la baie. On me dit que grâce aux prêtres de la mission de Moeria, je trouverai des interlocuteurs plus bavards sur la période. Les missionnaires ont en effet accompagné la population de ce lieu très touché par la guerre. Je m'arrête au bar Rachid pour demander mon chemin. J'y rencontre Chico, un Portugais originaire d'Alentejo. Sa famille est arrivée au Mozambique dans les années 20 et la plupart de ses membres sont enterrés ici. Je suis ici depuis ma naissance, ça va faire 43 ans. Je suis là et c'est là que je vais finir. Les colons sont partis et le Frélimo est arrivé. Leurs administrateurs n'étaient pas bien formés. Il y en avait des bons, mais il y en avait d'autres qui ne se prenaient pas pour n'importe qui. Alors il y avait des conflits et on en prenait souvent pour son grade. Et c'est drôle parce que c'est à cause de ça que j'ai atterri 4 fois en prison. C'est un record. La première fois, j'y suis restée une semaine. La deuxième fois, 15 jours. La troisième fois, 25 jours. Et la quatrième fois, j'y suis restée 45 jours. Et cette fois-là, ils ont inondé ma cellule et pendant 2 semaines, j'ai eu de l'eau jusqu'aux genoux. Je ne pouvais pas dormir. Mais je ne veux accuser personne et dire que c'est de la faute du gouvernement du Frélimo. Non, ce n'est pas de la faute de notre président Chissano. Ce n'est pas de la faute de notre ancien président Samora Machel. À cette époque-là, les gens n'étaient simplement pas tous préparés au type de travail qu'on leur demandait. Dès 1976, la Renamo mène dans le pays une guérilla anti-marxiste violente et sanglante. Elle procède à des recrutements forcés, à des rapts de jeunes, attaque et massacre les populations en limite des villages tenus par le Frélimo.